Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Les suites du référendum, Jean-Pierre Raffarin fait ses cartons, il s'apprête à quitter Matignon. Jacques Chirac annoncera demain ses décisions sur le nouveau gouvernement. Toute la journée, il a rencontré les chefs de la majorité. Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy sont les plus cités pour le poste de Premier ministre. La victoire du non était annoncée par les sondages, mais elle a surpris par son ampleur. 84 départements sur 100 ont rejeté le texte. On verra que c'est chez les jeunes et les catégories modestes ou moyennes qu'il est le plus fort. L'Europe est déstabilisée. À Bruxelles, on exclut toute renégociation du traité. L'attention se porte maintenant sur les Pays-Bas qui voteront après-demain. Les deux derniers sondages donnent le non gagnant avec 59 à 65% des suffrages. Perpignan s'enflamme à nouveau après un second meurtre en quelques jours. Les émeutes de la nuit dernière ont fait 8 blessés. Une cinquantaine de voitures ont brûlé. La municipalité relance les appels au calme. Enfin, Roland Garros, c'est fini pour le dernier Français en lice. Sébastien Grosjean, battu à son tour par Rafael Nadal. Défaite aussi de Coria et de Gaudio, le tenant du titre chez les dames. Victoire de Justine Hénin. 24 heures ont passé depuis le scrutin, mais c'est bien sûr le choc du référendum et ses conséquences qui occupent encore tous les esprits ce soir. Voici d'abord le chiffre définitif, 54,87% pour le non, très exactement, 45,13% pour le oui. Et regardez aussi la carte de France de ce vote, elle est pratiquement homogène. Le non en rouge l'emporte partout, sauf dans les 14 départements en bleu, principalement dans l'ouest, l'est et la région parisienne. Le oui est majoritaire aussi dans la quasi-totalité des dom-toms. Alors face à ce raz-de-marée, Jacques Chirac avait annoncé hier une nouvelle impulsion. Eh bien, dès ce matin, les grandes manœuvres ont commencé pour remplacer Jean-Pierre Raffarin et former un nouveau gouvernement. Alix Bouilléguet, Patrice Brugère. C'est l'homme du jour. Ce matin, c'est tout sourire que Jean-Pierre Raffarin quitte Matignon. Bonjour, vous allez à l'Élysée ? Je vais me promener dans Paris. Bonne promenade. Une promenade dans Paris qui l'emmènera droit à l'Élysée. Son entretien avec Jacques Chirac ne durera pas plus d'une demi-heure. A-t-il officiellement présenté sa démission? À ce moment-là, aucune information. À l'Élysée, c'est alors un défilé qui commence. Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie ou encore François Bayrou. On a parlé de la crise que je ressens comme profonde pour la France. Pendant ce temps-là, le bal des prétendants démarre. Comment ça s'est passé ce matin ? Pour quelques heures encore, ils sont tous dans la même équipe, mais certains ministres sont déjà en campagne. Vous prenez à pied jusqu'à votre ministère? Oui. Eh bien, bonne journée. Bonjour, monsieur. Une virée dans les rues de Paris et à demi-mot, l'annonce d'un remaniement. Une nouvelle impulsion, telle que le président de la République l'a définie. Et donc, c'est lui qui va décider, à la fois, comme de la Ve République, du cap à tenir, des hommes et des femmes qui incarnent ce cap. En fin de journée, Jean-Pierre Raffarin était toujours à Matignon. Son départ pourrait être officiel demain. Là-bas, tout est prêt pour le déménagement, les cartons s'entassent et la voiture personnelle de Jean-Pierre Raffarin, immatriculée dans le Poitou, est déjà avancée. Jacques Chirac qui devrait donc annoncer ses décisions demain. Véronique Saint-Olive, vous êtes en direct à l'Élysée. On devrait donc connaître le nom du Premier ministre et la composition du gouvernement ? Oui, eh bien David, le chef de l'État en effet veut aller très vite. Alors on l'a vu toute la journée, il a reçu, il a consulté. Comme à son habitude, d'ailleurs Jacques Chirac a passé également beaucoup de temps au téléphone. C'était donc une journée intense de négociations et de tractations qui ne sont d'ailleurs sans doute pas tout à fait terminées. Et c'est demain matin, par un communiqué, que l'Élysée annoncera le nom du nouveau Premier ministre. Véronique, est-ce qu'il y a des indiscrétions sur les nouvelles orientations que doit annoncer Jacques Chirac ? Eh bien, le chef de l'État devrait être demain soir à 20 h en direct sur notre chaîne pour expliquer aux Français l'action qu'il entend mener pendant les 22 derniers mois de son septennat. Alors, on sait peu de choses évidemment de cette intervention, sinon quelques principes que Jacques Chirac a confiés. Il y aurait donc plus de dynamisme, plus de solidarité, un pacte républicain renforcé, mais évidemment tout cela reste à mettre en musique. Merci Véronique. En revanche, c'est maintenant une certitude. Cette journée a marqué la fin du mandat de Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre. Lui-même semblait d'ailleurs s'y attendre depuis plusieurs jours. Jean-Baptiste Prédaly. À Chasseneuil-du-Poitou, à l'heure du vote hier, Jean-Pierre Raffarin s'est attardé. Le temps de confidence un peu désabusé. Quelles que soient les hypothèses, quels que soient les scénarios,
Les décisions sont prêtes, mûries, réfléchies, en loyauté avec le chef de l'État. En mars, le Premier ministre s'était lancé dans la campagne pour le oui. Devant des jeunes Européens, il avait rodé ses arguments à sa manière. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes needs a no to win. Again the no. Dans la campagne, Jean-Pierre Raffarin revendique toute sa place, parfois contre l'avis de ses propres amis. Mais au début du mois de mai, une opération de la vésicule biliaire l'immobilise. Hôpital, repos forcé. Lorsqu'il réapparaît, c'est en pleine polémique sur le lundi de Pentecôte travaillé. Lui affiche pourtant l'optimisme. Je repars à 9. Merci. Mais dans le camp du oui, certains l'estiment plutôt usé. Il repart pourtant en campagne, y trouvant même un peu de réconfort. Vraiment, je suis en admiration. Vous avez parlé avec votre cœur et ça m'a beaucoup touché. À Poitiers, il accueille Nicolas Sarkozy. C'est surtout le président de l'UMP qu'on remarque et ses déclarations qui intéressent. Dernier meeting, puis dernier conseil des ministres et dernier propos sibyllin. Bientôt. Mais où? La déroute du référendum, Jean-Pierre Raffarin l'a vécu à Matignon. Pas d'apparition publique, une seule réaction hier soir, un communiqué tardif. Il y est encore question de loyauté envers le président de la République. Et pour succéder à Jean-Pierre Raffarin, deux noms reviennent régulièrement et le plus souvent. Dominique de Villepin, qui s'y prépare depuis plusieurs semaines, et Nicolas Sarkozy, dont l'intervention hier soir a été interprétée comme une offre de service. Deux hommes au caractère très affirmé, mais au parcours et au positionnement très différents. Michael Darmon. L'un s'appelle Nicolas Sarkozy, il est président de l'UMP, son signe particulier, l'ambition. L'autre s'appelle Dominique de Villepin, il est ministre de l'Intérieur, signe particulier, ambition. Ce jour-là, au ministère de l'Intérieur, l'un avait peaufiné son arrivée, l'autre avait soigné sa sortie. Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, c'est la fougue et l'énergie, l'intellectuel au verbe enflammé contre le DRH au discours efficace. Je suis français, à quelques habitants du lointain monde, et vous verrez son visage alors s'illuminer. Vous verrez son regard pétiller, avec beaucoup plus d'étoiles qu'il n'y en a dans le drapeau européen. Et il n'est pas illégitime de poser cette question. L'Europe a-t-elle des frontières? Entre ces deux tempéraments, Jacques Chirac doit aujourd'hui trancher. Atout pour Dominique de Villepin, il appartient au carré des fidèles du chef de l'État. Ancien secrétaire général de l'Élysée, ce diplomate se vit comme un mousquetaire au service de la France. Il va falloir véritablement sortir de nous-mêmes, sortir chacun des enjeux de nos vies personnelles pour nous élever au niveau de ce qui nous fait françaises et français, c'est-à-dire cette aventure collective. Une fibre patriotique qui, à ses yeux, le dispense d'être élu, c'est un défaut pour Nicolas Sarkozy. Rendez-vous démocratique. Ceux qui ont le droit de parler au nom de la France, c'est ceux qui ont affronté une fois dans leur vie le suffrage universel, et mieux, qui ont réussi à reconquérir sa confiance. Merci. Alors que le ministre de l'Intérieur défend le modèle social français, Nicolas Sarkozy, lui, proclame le contraire. Le meilleur modèle social, c'est celui qui donne du travail à chacun. Ce n'est donc plus, hélas, le nôtre, avec 3 millions de chômeurs. À droite, l'un est populaire et énergique, l'autre est passionné et fonceur. À la recherche d'une formule magique, Jacques Chirac doit réussir à manier ces éléments détonnants pour éviter le cocktail explosif. Voilà pour les conséquences du côté de la majorité. Voyons maintenant ce que souhaitent faire de leur victoire les partisans du non. À droite d'abord, du côté de Philippe de Villiers ou encore de Jean-Marie Le Pen, la nuit a été joyeuse et plutôt courte et on pense déjà à 2007. Arnaud Boutet, Christian Gallet. Chez Philippe de Villiers, on pouvait entendre ceci. Chirac démission, même slogan repris par les amis de Jean-Marie Le Pen. Maintenant qu'il démissionne, il n'y a plus de République bananière, c'est fini ça. Le Pen, Villiers, les deux hommes convoitent désormais le même électorat. Et ce n'est peut-être pas un hasard si hier, Philippe de Villiers a cité l'écrivain Charles Maurras. Collaborateur pendant la guerre, Maurras reste une référence pour toute la droite nationaliste. Chers amis, entre le pays légal et le pays réel, c'est le pays réel qui l'a emporté. Son parti, le MPF, n'a jamais vraiment décollé. Mais cette fois, Philippe de Villiers compte bien profiter de la victoire.
Je crois que le mouvement pour la France commence maintenant sa vraie vie politique et il sera le parti de la vigilance par rapport à l'application du message des Français. Au Front National, l'après-référendum c'est déjà 2007 et Jean-Marie Le Pen rêve d'affronter un certain Jacques Chirac. C'est un adversaire facile à vaincre, surtout s'il se partage les voix de la bourgeoisie avec M. Sarkozy et peut-être avec M. Bayrou et peut-être même M. Villiers. C'est vous dire qu'il y aura du monde pour se partager le gâteau bobo. Jean-Marie Le Pen dispose d'un grand parti, Philippe de Villiers mise sur son image, le nom de droite se déchire, la bataille ne fait que commencer. À gauche maintenant, ou à l'extrême gauche, les partisans du non mettent en garde contre un étouffement du débat. Et hier, les principaux ténors se sont tous retrouvés place de la Bastille. Pauline Revenat, Alexandra Renard. L'euphorie place de la Bastille. Les noms de gauche côte à côte, mais pour combien de temps? Aujourd'hui, la gauche de la gauche entend durer. Au Parti communiste, on n'avait pas vu ça depuis des années. Un parti habitué au mauvais score, à peine plus de 3% en 2002, mais là Marie-Georges Buffet veut croire à une renaissance du PC. Au calme, elle appelle les forces de gauche à s'unir, même celles qui ont voté oui. C'est pas une nouvelle gauche, une petite gauche, une deuxième gauche, comme on dit. Moi je vise à rassembler toute la gauche. Olivier Besancenot n'a pas encore repris sa tournée de facteurs, mais répond aux lettres de félicitations. Pour lui, le vrai test, ce seront les prochaines mobilisations sociales. Le problème, c'est pas de se suivre les uns les autres, c'est de continuer à voir si, dans ces temps de résistance, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. C'est ce qu'il vous faut. On peut être vainqueur Moi, je vais pas vous ennuyer plus longtemps. et avoir du mal à remplir une salle. Ouais. Jean-Luc Mélenchon appelle aussi à une union des gauches et au passage égratigne son propre parti. Autrefois, c'était les socialistes qui faisaient ça, qui faisaient l'union, qui rassemblaient, qui regroupaient. C'était ça notre force. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt le Parti communiste qui le fait. Avant de décider d'un éventuel programme commun pour 2007, tous ces noms de gauche regardent vers le Parti socialiste en espérant qu'il change de ligne et appellent aussi à se rassembler. Le Parti socialiste qui est entré, on l'a compris, dans une zone de turbulence. Aujourd'hui, François Hollande a exclu toute idée de démission de son poste de premier secrétaire. Le premier rendez-vous entre partisans du oui et partisans du non est fixé à samedi prochain avec un conseil national du PS. Jeff Wittenberg, Éric Delagneau. La nuit est passée, mais l'amertume de François Hollande n'est pas retombée. Ce matin, ceux qui au PS ont fait campagne pour le non sont en ligne de mire. Certaines personnes ont fait un acte, à mon avis, grave, qui a été de ne pas respecter le vote des militants. Car hier soir, ce fut la stupeur, même si ce n'était pas le 21 avril 2002, même si l'on n'a pas pleuré chez les socialistes. Cette fois, c'est vrai, on s'attendait à perdre, mais certainement pas dans ces proportions. C'est énorme, c'est à claque, c'est à grosse veste, c'est lamentable aussi. La tristesse par rapport aux camarades qui ont en quelque sorte trahi le parti. Trahison, le mot de la soirée. Lorsqu'Henri Emmanuelli apparaît à la télévision, des sifflets fusent parmi les militants. Ce matin donc la colère est plus froide. Dominique Strauss-Kahn, Jack Lang, Martine Aubry, c'est le bloc du oui qui défile dans le bureau de François Hollande avec un premier message, même si le non a gagné, on ne touche pas au numéro 1. N'était pas candidat jusqu'à preuve du contraire, ni M. Duchenock, ni M. Dumachin, ni M. Hollande, ni M. quelqu'un d'autre. Essayons de ne pas nous claquer les uns contre les autres. À la réunion de ce matin, pourtant, un homme semble viser, Laurent Fabius. Pour cause de campagne pour le non, son poste à la direction est menacé. Ses amis préviennent, on ne touche pas non plus au numéro 2. J'espère que ce seront tous les socialistes qui veulent être fidèles à ce vote populaire d'hier qui sauront se rassembler, pas pour régler des comptes. Hier soir, le décor de campagne a été vite démonté, mais c'est le PS lui-même qui semble une nouvelle fois être en travaux. Oui, samedi prochain, l'explication risque tout de même d'être orageuse. Dans certaines fédérations acquises au non, les militants sont très remontés. Ils demandent à la direction du parti de remettre son mandat en jeu. Exemple dans le Nord à Lille, reportage Frédéric Vion, Dominique Masse. Contrairement aux apparences, nous sommes bien dans les locaux officiels du Parti socialiste. Mais ici, à la Fédération du Nord, plus rien d'officiel n'accourt depuis bien longtemps, et surtout pas la ligne du parti. Jadis, les formations qui changeaient de cap effaçaient parfois des photos le visage de leurs dirigeants. Hier soir, on n'en était pas loin. Les affiches prônant le oui sont bientôt décrochées, et le patron départemental du PS, Marc Dolé, peut triompher.
Le PS doit désormais tirer toutes les leçons de ce vote historique, de ce 29 mai 2005, comme il doit dans le même temps tirer toutes les leçons du 21 avril 2002, ce qu'il n'a pas fait jusqu'alors. Comment le Parti socialiste a-t-il pu dire oui à un texte libéral? C'est le non qui a rassemblé la gauche aujourd'hui, et c'est le oui qui l'a divisé. Chez les militants, les avis restent tranchés. Pour les tenants du oui, désormais désavoués, le débat n'est pas terminé. Demain, on va voir les tenants du non, on va essayer de voir ce qu'ils peuvent en faire, et je pense qu'ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Et je suis très très déçue. Sur la Grand Place, malgré la pluie, une centaine de personnes s'étaient rassemblées, arborant un nom résolument de gauche. Quant à la plupart des dirigeants locaux du PS, ils n'ont fait depuis ce matin que peu de déclarations. Presque tous étaient en faveur du oui. Et on s'arrête un instant maintenant sur ce très large succès du non. Les sondages l'annonçaient, mais beaucoup ne voulaient pas y croire. Alors nous sommes tout simplement allés à la rencontre des électeurs. Voyage dans cette France du non. Images et témoignages rassemblés par Vincent Fourcade avec Benoît Gadret. À Marseille, sur le Vieux-Port, du non plein les filets de ces marins pêcheurs, persuadés d'être prisonniers des mailles d'une Europe qu'ils ne comprennent pas. On nous a supprimé les subventions, déjà d'une à cause de l'Europe. Et puis, bon, ben, ça ne nous arrange pas, nous, hein, l'Europe. Hein. Pour tout. C'est que des conneries, ça. Moi, j'ai voté non pour la Turquie. J'ai voté non pour pour sauver les entreprises françaises. Voilà. L'A380 a pris son envol à Blagnac, près de Toulouse. Une petite ville qui vit au rythme d'Airbus et donc de l'Europe. Une ville d'ouvriers, de techniciens de l'air. Là aussi, le non s'est imposé. C'est difficile pour un citoyen de base de faire la différence entre l'Europe et les hommes qui gouvernent l'Europe, qui sont les mêmes que ceux qui gouvernent la France. Et je crois qu'on n'a plus aucune... Vraiment, on ne croit plus en ces gens-là. On peut effectivement être pour l'Europe, l'élargissement aux pays de l'Est, etc. et avoir quand même peur de ce qui se passe parce qu'on n'est pas assez informé. Plus au nord, Béruges, près de Poitiers. 1300 habitants, un fort taux de participation et un non qui atteint les 57%. Depuis qu'on a l'euro, c'est vrai qu'en plus, on a l'impression qu'on n'a plus rien. On dépense vraiment des sommes. Tout va mal. Il y a un ras-le-bol général. Moi, je trouve que ça se dégrade dans tous les domaines. Hein. Mais bon, la poste, ça se dégrade pas mal. Tarare est une petite ville du Rhône, 10 000 habitants. Une fierté locale, le textile, ou du moins ce qu'il en reste. 500 emplois de moins en seulement 18 mois. Ici, le non a fait 57%. Si le oui passait, je pense que la vie est encore beaucoup plus dure que ce qu'elle est maintenant, quoi. Il n'y a plus de travail, donc si les frontières elles s'ouvrent de partout, il n'y a plus d'avenir, quoi. Encore 6 mois comme ça, les Chinois vont nous envahir carrément, puis on sera tranquille. En banlieue parisienne, nombreux sont les voyageurs à ne pas avoir pris le train de l'Europe le 29 mai, quitte à prendre le suivant. Je pense que ce n'est pas catastrophique de dire quelque chose ne va pas, il faut essayer d'en reparler. Il y aura moyen de renégocier, à mon avis. C'est pas parce qu'on dit non une fois qu'on n'est pas européen. Je ne suis pas très contente, donc il y a beaucoup de chômage, rien ne s'arrange, c'est toujours pire. Donc voilà, moi je votais non. Petit voyage dans la France du non, auprès d'électeurs qui n'ont pas souhaité faire de place à une Europe qu'ils jugent mal construite. Et globalement, si on rentre un peu dans le détail, c'est dans les campagnes, dans les zones rurales que le non a fait ses meilleurs scores. Voici l'exemple d'un village où 3 électeurs sur 4 ont rejeté la Constitution. Saint-Aubin-en-Blayais, près de Bordeaux, 700 habitants. Reportage David Bazier, Bernard Bonarme. Il y a 700 habitants à Saint-Aubin-de-Blaye en Gironde. Aujourd'hui, la Grand-Rue était déserte, mais hier, quasiment tous les électeurs sont venus voter. Et c'est non à 75%. Un non du tonnerre dans un lourd climat d'angoisse. Tous les petits commerces, ils disparaissent. Il n'y a plus rien en campagne. Rien qu'en France, on a déjà du mal à... Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de trucs comme ça. Alors si on commence à prendre l'Europe, c'est pas la peine, quoi. Et l'Europe? L'Europe, je m'en fiche. Moi, je vote pour la France, pas pour l'Europe. Car au village, on parle surtout de la poste, un temps menacé, mais aussi de la crise viticole. Les capteurs, ça a marqué. Jean-Michel Cabu, comme la plupart des viticulteurs de la commune, a grossi le camp du non. C'est malheureux, mais nous, en viticulture au niveau de l'Europe, il faut être conscient que l'Europe ne nous amène absolument rien, des contraintes énormes. Le maire, socialiste, s'affiche en vainqueur. Pour lui, ce sont les élus des communes rurales qui ont fait le score du refus, car la plupart des villes de Gironde ont voté oui. Même en milieu rural, les habitants des communes restent des Européens convaincus.
Néanmoins, à travers les services publics qui sont véritablement très importants pour nous, je crois qu'on perçoit l'Europe de manière très distanciée. Un problème de distance entre Saint-Aubin-de-Blaye et l'Europe, c'est peut-être ce que veulent dire les 297 noms de la commune. Alors est-ce à dire que le oui et le non coupent la France en deux? Je me tourne vers vous, Pierre Giacometti, directeur général d'Ipsos. Vous avez analysé le vote. Est-ce qu'il y a un profil type de celui qui vote non? Je serais tenté de dire que la France du non, c'est une France aussi très diversifiée, comme le sont d'ailleurs les motivations de ses électeurs. La carte que vous avez montrée en début de journal montre déjà qu'il y a une sorte de non par capillarité, il est présent partout. Bon, malgré tout, il y a quand même des éléments dominants, et c'est intéressant de se pencher sur deux critères. Le premier, c'est la population active. Ça n'est pas forcément un phénomène générationnel. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'à moins de 60 ans, le non est systématiquement majoritaire. Il obtient son meilleur score dans le cœur de la classe d'âge active. C'est aussi cette classe d'âge qui a connu les alternances successives depuis une vingtaine d'années, on le voit. 56% du non pour les moins de 35 ans. Et vous le voyez, le chiffre record de 61% dans cette génération, qui est aussi cette génération qui a subi ou connu tant d'alternances, tant d'échecs politiques Ce tableau, des Pierre, ça gouvernants de signifie gauche et de droite. Quand on a entre 35 et 60 ans, on a voté à 61% pour le non, c'est ça? C'est très nettement majoritaire, on est proche des 2/3. C'est aussi dans cette classe d'âge que le chômage, l'inquiétude économique est la plus forte quand on l'enregistre. C'est aussi là où la gauche fait ses meilleures performances, et on le sait, les 2/3 des électeurs de gauche ont voté pour le non hier. Il y a un autre critère, c'est la dimension populaire. Les classes moyennes, les classes populaires, on va le découvrir sur ce second tableau, est très intéressant. C'est dans le cœur des classes moyennes que le non enregistre ses meilleures performances, 63%. 63% de ceux qui gagnent entre 1 000 et 3 000 euros par mois ont voté non au référendum. Et vous le découvrez, le même score, ou quasiment le même score, chez des revenus plus modestes. Alors là, on a l'expression vraiment de l'inquiétude économique et sociale dans ces catégories. L'inquiétude à l'égard de la situation économique de la France, de sa propre situation, de celle de ses enfants, et l'inquiétude aussi à l'égard de l'Europe, car la grande nouveauté de ce référendum, c'est le lien fait entre les inquiétudes de notre pays, celles qu'elle suscite, mais aussi les inquiétudes suscitées par l'avenir de l'Europe. Merci Pierre. Alors illustration de ce que vous venez de nous expliquer, sans doute, dans les entreprises aussi, le vote oui, les votes oui et non semblent diviser les salariés entre col bleu et col blanc, entre ouvriers, employés et, d'un autre côté, cadres. Exemple dans cette société de machines près de Reims, reportage Céline Crespi et Emmanuel Morel. En faisant le tour des ateliers ce matin, le patron de cette usine était bien seul. Le seul à regretter la victoire du non au référendum. On a des partenaires européens aussi, je ne suis pas sûr qu'ils le prennent bien. Vous savez, dans 3 jours, les Pays-Bas vont peut-être voter non aussi. Et puis après, les Polonais aussi, et puis les Anglais aussi, et puis il faudra faire autre chose. Ah oui, mais ça reculait quand même de beaucoup d'années la mise en place d'une nouvelle constitution. Pas sûr. Car ici, les ouvriers ont appliqué par les urnes la devise de l'entreprise. Un vote massif pour le non que le patron ne comprend pas. Ils ont répondu sur ce qu'ils considèrent comme étant une menace sur leur vie. Alors qu'en définitive, ils auraient dû répondre sur une opportunité dans le futur. Menacés, ils le sont. En juillet, l'entreprise se sera séparée de 100 personnes, un tiers des effectifs. Délocalisation, appel à la sous-traitance. Ici, la mondialisation, on l'a subie. Avec les pays européens de l'Est, qui ne sont pas au même niveau que nous, je crains que ce soit nous qui se mettons au niveau d'eux, plutôt que se mettre au niveau de nous. Petite pause déjeuner, le débat continue. L'Europe, ils y croient encore, mais pour eux, tout reste à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Un SMIC européen, basé sur les pays dits développés par rapport aux autres. Mais au-delà des discours, le quotidien reste cruel. Dans 2 mois, un ouvrier sur 3 de l'usine aura perdu son emploi. Et pour clore cette radiographie entre guillemets du vote, une curiosité, le village du Général de Gaulle, Colombey les 2 églises. Là-bas, on a voté à 58% pour le oui, alors que le département, celui de la Haute-Marne, votait exactement à l'opposé. Mathias Sillon. Après le village gaulois d'Astérix, le village gaulliste qui résiste au non. Colombey les 2 églises a voté oui à 59% hier. La commune chère au général de Gaulle est isolée dans un département qui a majoritairement voté non. À Colombey, les habitants ont du mal à comprendre ce rejet. On est plutôt de droite, quoi, c'est tout, quoi, et que pour les gens de la droite, en général, c'est l'Europe et qu'il faut le poursuivre. La plupart, c'est pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que l'Europe, ça sera pour eux.
faut qu'on se ressoude, il faut qu'on se trouve des pays forts. Donc ce n'est pas des petits pays qui peuvent rester tout seuls. Ironie de l'histoire, en 1992, Colombey avait voté non à 70% lors du référendum de Maastricht. 13 ans plus tard, les eurosceptiques sont devenus europtimistes. Un revirement qui n'étonne pas le maire de la commune. Maastricht, c'était comme tous les gens de la communauté rurale, je dirais. Les gens avaient peur, tout simplement de la perte du franc, la mise en place de l'euro, l'Europe qui s'agrandissait. Il y avait des inquiétudes. C'était légitime. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a voté pour l'Europe. Les gens de Colombey sont très conscients que l'Europe, elle a démarré ici quand De Gaulle a reçu Adenauer. C'était en 1958, un cliché symbole de la construction européenne que personne n'a oublié à Colombey. Les conséquences en Europe maintenant. La France a toujours été un des moteurs de la construction européenne. Ce vote plonge donc l'Union dans la crise. Ce matin, l'activité a repris à Bruxelles avec une réunion des ministres de l'Agriculture qui ont fait bonne figure. Mais les dirigeants des 25 vont devoir rapidement décider de la marche à suivre. Jean-Paul Chapelle, Christian-Marie Monod. Une bise, un geste compatissant. À Bruxelles aujourd'hui, la délégation française a le moral à zéro. La réunion des ministres de l'Agriculture a déjà commencé. Le Français arrive en retard, profil bas. La France n'est pas en situation de faiblesse. Simplement, c'est moins facile que si nous avions gagné. Mais nous sommes là pour défendre les intérêts de notre pays. Depuis l'annonce des résultats hier soir, le commissaire français est partagé entre colère et abattement. Beaucoup de tristesse, profondément. Si vous laissez un peu tout le sens de mon engagement politique, qui ce soir se heurte à quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Officiellement, les autorités européennes unanimes répètent le même message. Le non français ne doit pas interrompre le processus de ratification. Déjà, 9 pays ont dit oui. Après la France, le prochain référendum, c'est celui des Pays-Bas mercredi, celui du Luxembourg le 10 juillet, puis le Danemark, le Portugal, la Pologne, la République tchèque, l'Irlande et le Royaume-Uni. Autant de consultations populaires à risque. Théoriquement, on attend la fin 2006 et si un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à la dite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. Ça, c'est le texte, mais les 25 ne pourront éviter d'adopter une stratégie politique. Le prochain sommet, prévu le 16 juin, devrait leur en fournir l'occasion. Et si le non français a donné un coup d'arrêt à la Constitution, eh bien les Pays-Bas, autre pays fondateur, pourraient bien lui donner le coup de grâce. On vote après-demain là-bas et les derniers sondages donnent le non largement en tête. Les opposants au traité se sentent dopés par le résultat français. À Amsterdam, Maris Burgo, Philippe Jasselin. Derrière la quiétude des canaux d'Amsterdam se cache un vrai désarroi. Après le non français, les Néerlandais ne savent plus très bien à quelle Europe se vouer. Mais je suis encore, je doute encore. Ouais. C'est oui ou non, et après Paris, après la France, c'est encore la même chose pour moi. Alors, les hommes politiques néerlandais majoritairement acquis au oui tentent de convaincre. Émission de radio pour ce député socialiste. Spot publicitaire, rien n'y fait. À 2 jours du référendum, le non reste en tête dans tous les sondages. Comme en France, un non éventuel n'est pas un non à l'Europe en tant que tel. C'est un non à une politique. Et c'est un non à un élargissement qui est allé trop vite pour beaucoup. C'est un non à des inquiétudes qu'on veut contrecarrer. On dit non à des inquiétudes pour l'avenir. Devant la gare centrale d'Amsterdam, les militants du oui ont bien du mal à intéresser les passants. Les électeurs, de plus en plus réticents à l'idée d'une Europe élargie et jugés autoritaires à l'égard de ses plus petits États membres. Les gens disent aussi qu'ils vont voter contre l'euro parce qu'ils estiment que cette monnaie les a appauvris. En dépit des appels pressants des politiques et des médias, les Pays-Bas pourraient bien rejeter eux aussi mercredi le texte de la Constitution. La coalition de centre-droit au pouvoir aux Pays-Bas connaît aujourd'hui une chute de popularité historique avec seulement 19% de satisfaits. Si le non l'emporte mercredi prochain, ce sera d'abord avant tout un vote sanction à l'égard de ce gouvernement.
En tout cas, Jacques Chirac s'est entretenu depuis hier soir avec les principaux dirigeants de l'Union. Il leur a assuré que la France continuerait à travailler avec ses partenaires dans l'esprit de la construction européenne. Il a voulu rassurer. C'est peut-être en Allemagne que le choc est le plus rude, car le couple franco-allemand, vous le savez, est à l'origine des grandes avancées de l'Europe. À Berlin, Jérôme Bonny, Marine Masson. Ce fut une immense déception pour ces jeunes Berlinois francophiles et fédéralistes. La colère même. La Constitution européenne, on a travaillé pour 5 ans, partout en Europe. Tous les Européens sont mis ensemble dans la Convention. Et maintenant, par un vote, mais vraiment populiste, et je dis même extrémiste, seulement parce que les Français ont marre de leur gouvernement, ils prennent toute l'Europe en otage pratiquement. C'est ça que j'approuve pas. Dans les rues de Berlin, après le nom français, toutes les conversations tournaient autour du grand soir du couple franco-allemand. La France et l'Allemagne, c'était le couple qui a fait tout pour avoir un avenir en Europe. Et c'est très dommage que ce couple en avenir n'ait pas de même opinion. Aujourd'hui, le chancelier Schröder a sa mine des mauvais jours, répétant qu'il regrette le vote français. Qu'elle doit lui sembler loin, cette rencontre du mois de mars dernier dans sa ville natale de Blomberg, quand avec le président Chirac, il se tenait les coudes pour bousculer le pacte de stabilité en défendant leur conception des dépenses publiques. Les députés du Bundestag, qui ont approuvé à 95% le traité constitutionnel, sont inquiets pour le couple franco-allemand. Je crois que le poids de la France est affaibli. Et pour cela, le rôle de ce couple comme donneur d'impulsion en Europe est affaibli également. L'Allemagne craint d'avoir perdu un partenaire privilégié pour les futures tractations européennes. Le nom français semble donc avoir tracé une ligne de fracture le long de la vallée du Rhin et pourtant aussi bien le chancelier Schröder que le président Chirac veulent continuer de travailler ensemble. Ils se retrouveront à 7 dans l'Hérault à la fin de la semaine prochaine. Et on finit ce petit tour d'Europe avec la Grande-Bretagne, puisque c'est Tony Blair qui va présider l'Union européenne à partir du 1er juillet. Paradoxe, les Français ont rejeté la Constitution parce que, en partie, ils la trouvent trop libérale, mais les Britanniques, eux, la jugent trop étatiste. Bonsoir Laurent Boussier, des Britanniques qui pourraient donc profiter de l'occasion pour imposer leur vue. Oui, absolument, David. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, qui est majoritairement eurosceptique, le non français a été accueilli avec satisfaction par une bonne partie de la population et par la quasi-totalité des commentateurs politiques qui y voient la fin de la construction européenne telle que nous la connaissons jusqu'à présent. Alors, effet de vase communicant classique, l'affaiblissement de la France renforce la Grande-Bretagne et renforce en particulier Tony Blair qui doit prendre la présidence d'une Union européenne le 1er juillet prochain, la présidence d'une Europe en crise. Tony Blair a beaucoup d'amis en Grande-Bretagne qui ont la même vision que lui de l'économie, de la lutte contre le chômage, de la lutte contre l'immigration, le fameux modèle britannique qui ne demande qu'à être exporté sur le continent. Alors la situation est donc paradoxale. Le rejet par la France de cette constitution européenne pourrait favoriser la vision anglo-saxonne d'une Europe plus libérale, moins sociale, d'une Europe du commerce, d'une Europe du libre-échange. Merci Laurent. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les conséquences de ce vote et je vous rappelle que nous y consacrons un grand débat ce soir à partir de 21 h avec vous, Arlette Chabot. Quel est le programme ? Écoutez, vous avez montré à quel point on réfléchit. Le président de la République choisira un nouveau Premier ministre demain. Il y aura un nouveau gouvernement. On commence à s'expliquer au Parti socialiste. Nous avons choisi, nous, de nous intéresser ce soir à la France rebelle, à cette France qui a dit non très massivement hier à la Constitution européenne. Comme elle avait dit non aux partis politiques, un peu de la même façon. Vous vous souvenez, c'était le 21 avril 2002. Alors voilà, pourquoi la France dit non? Quelle est cette France qui dit non? On se retrouve effectivement après le journal. À tout à l'heure, Arlette. Le rendez-vous est pris. Et puis, d'ores et déjà, eh bien, on commence ici et là à invoquer les conséquences de ce rejet. Ainsi, aujourd'hui, la Chine a annoncé qu'elle renonçait à limiter ses exportations de textiles, alors que c'est ce que demandent Bruxelles et Washington. Pékin ferme la porte. C'est parce que nous sommes affaiblis, ont expliqué aujourd'hui les dirigeants de l'industrie textile française, affaiblis en raison du non. David Boéry, Laurent Hirsch. On croyait l'affaire réglée. L'Europe et les États-Unis avaient demandé le retour des quotas pour limiter les importations chinoises de textiles. Mais ce matin, le ministre chinois du Commerce a remis en cause cet arrangement.
L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des quotas sur le textile chinois sur la base de données provisoires, prenant ainsi une décision hâtive. Ils n'ont aucun fondement, aucune explication scientifique. La réplique est cinglante. Il y a 10 jours, la Chine s'était engagée à multiplier par 4 les droits de douane sur certains produits textiles. Mais aujourd'hui, elle annonce qu'elle renonce à ces mesures. Une volte-face qui ne surprend pas vraiment les industriels français. J'ai la conviction absolue que la décision de la Chine fait suite au non français et que la Chine compte sur une division de l'Europe. La France avait obtenu des mesures importantes de protection du textile européen. Maintenant que l'Europe va sembler divisée, eh bien la Chine en profite. Même si le ton est monté, la Chine laisse toutefois la porte ouverte aux négociations avec l'Europe et les États-Unis, ses 2 principaux clients et fournisseurs. Pour l'instant, c'est juste une bataille de plus dans la guerre commerciale sur le textile. Guillaume Sarkozy, qu'on apercevait et qui a piqué un coup de colère au conseiller exécutif du MEDEF. Il s'est porté candidat, vous le savez, à la présidence et il a découvert aujourd'hui que c'est le nom de son frère Nicolas et pas le sien qui figurait sur une affichette. Écoutez. Il lui a encore refait le coup. Il lui a encore refait le coup. Qui a mis ça? Pourquoi? Nicolas. Qui a mis ça? Je vais savoir. C'est inadmissible, madame. Je suis désolé. Non, vous n'avez pas à être désolé, c'est inadmissible. Voilà, et à noter que c'est Laurence Parisot, présidente de l'IFOP, qui semble tenir la corde pour l'élection à cette présidence du MEDEF. Sachez aussi qu'Ernest Antoine Sellière a estimé aujourd'hui que le non affaiblissait l'économie française. Il a demandé une accélération des réformes. De son côté, la CGT exige, je cite, une grande négociation sociale. C'est ce que vient de déclarer son secrétaire général, Bernard Thibault, lors d'une conférence de presse également en réaction à ce succès du non au référendum. La situation toujours très tendue à Perpignan. La ville s'est à nouveau enflammée après un second meurtre en quelques jours. Les émeutes ont fait 8 blessés. Les dégâts sont très importants. Léo Lamberton, Françoise Mazou sur place. Après une semaine de fortes tensions, le scénario tant redouté s'est enclenché hier soir. Il est 21 h et le cœur de Perpignan s'embrase. 400 jeunes d'origine maghrébine déferlent sur le centre-ville. Sur leur passage, ils brûlent une centaine de véhicules et dévastent des dizaines de magasins. Terrifiés, les habitants se calfeutrent chez eux. On a dû fermer les fenêtres parce que j'ai une petite qui est en haut et il y avait de la fumée de partout, c'était pas possible quoi. Tout commence vers 20 h place Cassagne, là où une semaine auparavant, un jeune franco-algérien a été lynché par des gitans. On vient d'apprendre qu'un autre maghrébin a été assassiné. Rien ne permet de dire que le meurtrier est un gitan, mais ici, tout le monde le croit. Les premières échauffourées éclatent. Bilan 8 blessés, dont 2 graves. J'ai demandé moi, au chef de la police de les désarmer. Il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que les gitans étaient chasseurs de père en fils. Voilà qu'est-ce qu'il a su me répondre. En 2 heures, la place Cassagne est évacuée par les forces de l'ordre. Les jeunes se dispersent alors en commando de 10-15, cherchant l'affrontement avec les policiers. Les scènes de guérilla urbaine durent jusque vers 1 h du matin. Le calme revenu, les habitants sortent de chez eux et constatent les dégâts. Tout a été cassé. C'est pas... Vous avez une caméra, vous voyez. À l'origine de cette furie, le meurtre hier vers 19 h devant chez lui d'un homme d'origine marocaine, apparemment sans histoire. Un voisin a assisté au crime. Le gars est arrivé comme ça avec une casquette noire, un t-shirt noir avec une inscription sur la casquette. Il est arrivé quand il a donné dans la tête une arme comme j'ai la police, une arme comme ça. Il est arrivé, il a battu comme un chien. Personne ne pouvant reconnaître le meurtrier, les enquêteurs comptent sur les caméras de surveillance installées dans le quartier. La scène n'a pas été directement filmée, mais vous savez que certaines rues sont munies de ce dispositif de vidéosurveillance, donc ça demande des vérifications assez fastidieuses. Mais il y a urgence, car tant que l'identité et le mobile du meurtrier ne seront pas connus, les rumeurs les plus folles continueront à envenimer la situation. Et ce soir, les riverains craignent de nouveaux désordres. Perpignan ressemble à une ville en état de siège, avec une très forte présence policière. Sur place, Caroline Gauthier, Zidenberkus. Un centre-ville comme en état de siège, des quarts de CRS un peu partout. Les renforts sont arrivés à Perpignan. 800 à 1000 membres des forces de l'ordre se déploient en cette fin d'après-midi. Mais c'est autour du tribunal que se concentrent toutes les tensions.
Lâchez-les, crie la foule. Cet après-midi, ils sont 34 à comparaître devant le juge. Ils ont été arrêtés lors des émeutes hier soir. Des Maghrébins pour la plupart, très soutenus. On est venus pour qu'ils libèrent les jeunes qu'ils ont attrapés hier soir. Ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien fait. Et nous, on en a ras-le-bol, quoi. Nous, maintenant, on ne va pas se faire tirer dessus à bout portant. À chaque fois qu'on sort dans la rue. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la police et que le gouvernement fassent quelque chose pour arrêter ça. Juste derrière le tribunal, les commerçants de la rue Foch s'emploient à réparer les vitrines, effacer les traces de la nuit dernière. Les scènes auxquelles ils ont assisté hier les hantent encore. On est tous très angoissés, on ne dort pas, on a peur que ça s'envenime à nouveau. Parce que je crois qu'encore à l'heure actuelle où nous parlons, c'est encore chaud derrière nous. Et je pense que ce soir, ça sera encore chaud. Voilà, maintenant on est protégés apparemment. Combien de temps, je ne sais pas. Beaucoup de Perpignanais regrettent aujourd'hui l'arrivée tardive des renforts en policiers et gendarmes. Les autorités locales ont-elles vraiment pris la mesure des tensions ce week-end? Le maire de la ville rejette toute responsabilité. Je ne suis pas directeur de la police, je suis maire. Je ne suis donc pas un professionnel de la sécurité, je suis un professionnel de la ville. Le quartier Saint-Jacques où se concentre la communauté gitane, d'ordinaire si animée, est désert ce soir. Les habitants se terrent chez eux, espérant une nuit plus calme. Justice avec le procès à Quimper d'un couple d'enseignants qui avait laissé son enfant mourir de faim. À 1 an et demi, il ne pesait que 6 kilos. Motif, les parents sont adeptes d'un mouvement spirituel, la kinésiologie, qui limite l'alimentation et ils auraient appliqué les préceptes jusqu'à l'absurde. À Quimper, Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Le 12 novembre 2000, les secours qui interviennent au domicile des époux Boucher-Durand ne peuvent rien pour sauver leur 4e enfant, Keriwan. À 16 mois et demi, il ne pèse que 6 kilos. Il est toujours allaité par sa mère, qui suit un strict régime végétalien. L'autopsie révélera que le décès est dû à une infection sévère, mais surtout que l'enfant souffrait d'une carence nutritionnelle importante et chronique. Tout ceci est une question d'intention, effectivement, et nous soutenons qu'il n'y a pas intention de privation et qu'il n'y a pas non plus volonté de se soustraire à un système médical qui aurait entraîné une négligence volontaire à l'égard de cet enfant. Mais les parents sont aussi versés dans la kinésiologie, une technique psychocorporelle de bien-être venue des États-Unis. Ils ont créé en Bretagne une école de formation complémentaire. Des gens qui ont été influencés, c'est évident, qui ont eu des moyens intellectuels qui ont été mis à leur disposition, une doctrine, et qui ensuite se sont emparés de cette doctrine pour la mettre en application. C'est-à-dire que de gens influencés, ils sont devenus de véritables gourous avec une véritable organisation sectaire dangereuse. Reste aussi à déterminer la responsabilité de 3 médecins traitants. À tour de rôle, ils ont vu l'enfant, mais n'ont jamais alerté les autorités quant à son état de santé. Un silence que la défense va exploiter afin de minimiser la responsabilité des parents. En Irak, 27 morts et 118 blessés dans un double attentat suicide. Les explosions ont eu lieu simultanément à Hilla, une ville chiite au sud de Bagdad. La majorité des victimes sont d'anciens membres de la police irakienne. Attentat revendiqué sur Internet par le groupe Zarqawi, dont le site déclare par ailleurs le leader d'Al-Qaïda en Irak en bonne santé. Al-Zarqawi, vous le savez, avait été annoncé blessé ces derniers jours. Et puis ce rappel quotidien, toujours en Irak, notre consoeur Florence Obna et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 145 jours maintenant. Au Liban, la victoire du clan Hariri lors de la première étape des élections législatives. La liste de Saad Hariri, le fils du leader assassiné, a remporté les 19 sièges de Beyrouth. Peu d'électeurs se sont déplacés, le taux de participation n'atteint que 27%. Ces premières élections sans la présence syrienne vont durer encore 3 semaines dans d'autres régions du pays. Sport, Roland Garros, c'est terminé pour le dernier Français en lice, Sébastien Grosjean, battu à son tour par Raphaël Nadal. Défaite aussi de Coria et de Gaudio, le tenant du titre, Nathanaël de Rinxin, Mathias Barrois. Malgré la défaite, Sébastien Grosjean préfère en rire. Une manière comme une autre de dédramatiser. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à faire contre cet adversaire-là. Sur le central, Raphaël Nadal se prend pour un mur et renvoie toutes les balles dans toutes les positions. L'Espagnol ne rate rien. Il remporte la 3e manche 6-0. Il a tout juste 18 ans, mais fait preuve d'un grand sang-froid et d'une étonnante maturité.
il est très précoce. Je crois qu'il il aime la compétition, donc c'est un vrai matcheur. Maintenant, est-ce qu'il pourra aller au bout? Je lui souhaite en tout cas. Dans la 4e manche, Grosjean s'accroche aux branches et aux rares erreurs de son adversaire. Ce match dans les bâches, voilà certainement la seule faute de Nadal cet après-midi. Insuffisant pour lui barrer la route des quarts de finale, l'Espagnol s'impose logiquement en 4-7 et 3 heures de jeu. Au prochain tour, Nadal retrouvera son compatriote David Ferrer. Étonnant vainqueur en 5 manches de l'Argentin Gaston Gaudio, le tenant du titre. Sale journée pour les finalistes 2004. Après avoir frôlé la victoire l'an passé, Coria s'incline face au Russe Davydenko, qui accède pour la première fois de sa carrière au quart de finale des internationaux de France. Chez les dames, à noter la victoire de Justine Hénin, qualifiée donc pour les quarts de finale. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est cette réaction étonnante de Roland Courbis, l'entraîneur d'Ajaccio, à l'annonce de la victoire de son équipe. À la fin du match, penché sur le terrain, il a brouté la pelouse. Explication, Ajaccio a battu hier Sochaux 3-1 et cette victoire leur permettra aux Corses de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Roland Courbis s'était engagé à manger l'herbe du stade en cas de succès. Il a tenu parole. Musique, que reste-t-il du groupe Oasis, star de la pop dans les années 90? On parlait alors de nouveaux Beatles. Après un album décevant et 3 ans de silence, ils reviennent. Bruno Ledreff, Daniel Lévy. Voir Oasis sur scène, c'est presque un mirage. Et même si Liam Gallagher chante avec un chewing-gum dans la bouche, c'est tout de même du rock'n'roll qui ne mâche pas ses mots. Au lendemain du concert, le journaliste a droit à une interview. Première règle Oasis, c'est Liam ou Noël. Les deux frères ne parlent jamais ensemble. Ce jour-là, c'est Liam, accompagné d'Andy, le bassiste. Liam garde ses lunettes de soleil, il a mal à la tête. Il paraît que la nuit a été longue. Deuxième règle Oasis, on joue toujours un peu les mauvais garçons. Je ne suis qu'un sale bâtard. En fait, je suis sympa, mais je suis aussi un mauvais garçon. Il est mauvais, mais pas tant que ça. Pas totalement mauvais, mais mauvais tout de même, comme ça. Rien n'aurait donc changé sous les palmiers, et pourtant, au fil des ans, le succès et l'inspiration s'étaient un peu taris. Fini les méga-concerts et les premières places au hit-parade, il fallait réagir. Retour aux fondamentaux. J'adore les Beatles, c'est mon groupe préféré. Ce sont les plus grands. Mais en fait, j'aime toutes sortes de choses. Alors, pour retrouver le soleil, le groupe a enregistré son nouvel album en Californie et a même installé le fils du Beatles Ringo Starr, Zak Starkey, à la batterie. Résultat, retour du talent et du reste. Nous sommes le meilleur groupe actuel. Le batteur, c'est le meilleur. Je suis évidemment le meilleur et lui, il est le meilleur. Et puis Noël, il est le meilleur. Oui, on a compris, Liam. Vous êtes le meilleur groupe du monde. Faudrait peut-être pas exagérer, non ? Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 21h, le choc du référendum. Pourquoi les Français ont dit non? Débat autour d'Arlette Chabot. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Ségolène Royal. On se quitte sur ces images de l'ultime préparation des Miss Univers. 81 jeunes femmes postulent au titre de plus belles filles du monde. Pour cela, elles doivent chanter et danser et s'habiller. La finale se déroule demain. On se retrouvera justement demain.